Yom HaShoah, la journée de commémoration de la Shoah, a commencé hier soir, en effet, marquant l'anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Une journée de commémoration pour les 6 millions de juifs assassinés par les nazis et une journée qui prend un sens très particulier alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas. C'est le premier Yom HaShoah depuis l'assaut barbare et terroriste du 7 octobre qui a été le jour le plus meurtrier pour les juifs depuis la Shoah. Pour en parler, nous sommes avec l'historien Georges Bensoussan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, vous êtes historien de la Shoah, mais aussi de l'histoire de l'État d'Israël, auteur notamment de l'ouvrage Les origines du conflit israélo-arabe. Alors, un Yom HaShoah particulier, effectivement, cette année, Georges Bensoussan, après le 7 octobre, où on a d'abord parlé de ce qui s'était passé comme d'un pogrom. Certains rescapés ont même évoqué avoir eu l'impression de vivre une deuxième Shoah, comme l'ex-otage Miachem. Comment vous qualifiez, vous, ce qui s'est passé le 7 octobre ? Mais certainement pas du mot pogrom, parce qu'un pogrom, vous savez, c'est le massacre par une foule de façon spontanée, généralement avinée d'ailleurs. Et ici, au contraire, on a eu affaire à une opération de type militaire, parfaitement organisée depuis de longs mois, sinon même un an et demi. Donc c'est un massacre d'essence génocidaire, et effectivement, ça n'a rien à voir avec la Shoah. Le président Herzog avait tout à fait raison hier de le mentionner. Bon, je crois que le Yom HaShoah en Israël aujourd'hui résonne particulièrement parce que c'est un massacre d'essence génocidaire qui, s'il n'est pas comparable bien sûr à la Shoah, est une sorte de télescopage avec la Shoah, parce que c'est un massacre qui a voulu éradiquer toute présence juive dans cette région précisément, et qui est entré en télescopage avec la souveraineté juive sur le territoire israélien. C'est un massacre qui a eu lieu au cœur de l'État d'Israël et au cœur du Shabbat, d'une fête juive d'ailleurs de Simchat Torah. C'est cette rencontre, si vous voulez, tout à fait incongrue entre la déréliction absolue de la Shoah et la souveraineté de l'État d'Israël, qui a aussi ajouté à l'effet de sidération, en dehors même de la cruauté de ce qui s'est passé. L'effet de sidération vient de cela, si vous voulez. Alors, on va continuer l'interview. Est-ce que vous pouvez simplement baisser, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, votre écran pour qu'on vous voit mieux? Voilà, c'est parfait, Georges Bensoussan. C'est mieux. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. Effectivement, alors on parle de ce qui s'est passé le 7 octobre et en même temps, c'est vrai qu'on fait des liens avec la Shoah, la politique nazie qui a largement contribué à favoriser le négationnisme, alors même que les opérations d'extermination se déployaient à travers l'Europe. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'histoire se répète quand on entend des activistes anti-israéliens nier ce qui s'est passé le 7 octobre, notamment les meurtres et les viols sur les femmes israéliennes. Est-ce justement pour vous du nouveau négationnisme en quelque sorte, et comment vous expliquez aussi qu'on a tant de mal à reconnaître la souffrance juive ? Alors, est-ce qu'il s'agit de négationnisme ? Oui, bien sûr, parce qu'en face de toute présence, en face de toute violence de masse, la première réaction des assassins, c'est de nier le crime. Regardez, en ce qui concerne le génocide des Arméniens, plus de 100 ans aujourd'hui, plus de 110 ans après le génocide des Arméniens, les Turcs ne reconnaissent toujours pas ce qui s'est passé. Donc, idem en ce qui concerne les Hutus vis-à-vis de ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple. Donc, le négationnisme fait partie du crime. Il en est la partie constitutive, intrinsèque même, dès l'origine. On a du mal à reconnaître, pour répondre à votre question, ce qui s'est passé avec les Juifs, parce que ça entre dans un schéma mental qui est très particulier, qui fait que après le 7 octobre, on aurait pu s'attendre à un grand mouvement de compassion universelle. Or, on a eu une vague d'antisémitisme assez inouïe, assez incommensurable. Tout le monde l'a dit, aux États-Unis, en France, enfin partout, dans un très grand nombre de pays. Parce que, en fait, l'extrême violence que la victime a subie, elle est à la hauteur du crime de la victime. Et elle confirme le fait que la victime est intrinsèquement criminelle, ontologiquement criminelle. Donc en fait, ça ne provoque pas une compassion, mais ça provoque au contraire un redoublement de violence contre elle. Et c'est ce qui explique qu'au lieu d'avoir affaire à de la compassion, on a affaire à un surcroît de violence. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, au lieu de prémunir des retours de la violence, confirme la validité de la violence infligée à la victime, parce que la victime est ontologiquement coupable. En clair, le juif est ontologiquement coupable. Dans le cas du Hamas, il est tout simplement coupable d'exister sous une forme souveraine qui s'appelle l'État d'Israël.
Alors, vous parliez du génocide arménien et justement, on l'a évoqué aussi ce matin avec le Père des Bois, que vous avez peut-être entendu, le Père des Bois qui dénonçait l'hypocrisie de militants pro-palestiniens qui évoquent une haine vertueuse, c'est ce que dit le Père des Bois, à savoir détester les Juifs au nom de la compassion que l'on aurait vis-à-vis d'une autre population. Le Père des Bois parle d'hypocrisie, effectivement, puisque ce sont des militants qui n'ont par ailleurs aucun égard pour d'autres populations qui souffrent, comme les Arméniens, comme les Congolais, les Soudanais, les Yézidis. Est-ce que vous partagez aussi cette idée avec le Père des Bois ? Tout à fait, il a tout à fait raison de prononcer ce diagnostic. On sait très bien la disproportion des manifestations. C'est même pas une disproportion, d'ailleurs, c'est 0 à 100. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les Palestiniens, on a des défilés incommensurables à Londres, à Berlin, aux États-Unis, bien sûr. Mais en ce qui concerne les Tibétains, les Ouïghours, vous avez parlé des Yézidis, par exemple, à juste titre, ou des Congolais, ou du Soudan, où il y a 8 millions de personnes qui sont déplacées et 12 millions en état de précarité alimentaire. Rien, pas une seule manifestation. Et sur les 500 000 morts des affrontements en Syrie, de la guerre civile en Syrie, il ne s'est strictement rien passé à Paris en matière de manifestation. On dirait qu'en fait, l'intérêt ne vient que lorsque le juif entre dans l'équation. Si vous retirez le juif de l'équation, ça n'intéresse absolument plus personne. Vous voyez, le diagnostic du Père des Bois est tout à fait justifié. C'est vrai. Alors, après un rapport de l'American Jewish Committee ce week-end sur l'antisémitisme en France, la Ligue Anti-Defamation, l'ADL aux États-Unis, s'est également alarmée hier du niveau sans précédent d'actes antisémites enregistrés en 2023. La guerre entre le Hamas et Israël alimentant un incendie, je cite, qui était déjà hors de contrôle, au point, nous dit l'ADL, que si la tendance actuelle se poursuit, le rideau tombera sur la possibilité de mener une vie juive en Occident, c'est-à-dire porter une étoile de David, fréquenter des synagogues, des centres communautaires, envoyer les enfants dans des écoles juives, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous voyez justement aussi peut-être des similitudes entre hier et ce qui se passe aujourd'hui, et aussi notamment dans les discours politiques ? Alors, des similitudes peut-être, des amalgames certainement pas. C'est-à-dire que les situations sont par définition uniques. Elles ne se répètent jamais. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans déjà, 25 ans peut-être même déjà, on avait tiré la sonnette d'alarme dans une indifférence générale, et y compris d'un certain nombre de responsables juifs, pas tous, loin de là. Je rends hommage à Richard Prasquier, à Roger Kuckerman et à quelques autres qui étaient parfaitement lucides, mais beaucoup d'autres étaient totalement aveugles sur le fait que lorsque nous parlions d'une future maranisation des juifs, d'une disparition progressive de la vie juive en France, on nous riait au nez, on haussait les épaules, nous étions des esprits soupçonneux, paranoïaques et autres. Donc, qu'on aille vers une invisibilisation de la vie juive en Occident, c'est ce que confirme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, bien sûr. Ça n'a absolument rien de totalement surprenant. Ce qui est simplement surprenant, c'est l'accélération de l'événement. On avait prévu ça sur un temps plus lent, et non, ça arrive beaucoup plus vite que prévu, c'est tout. On relativise aujourd'hui le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Georges Bensoussan, justement, vous avez déclaré dans une interview: quand les faits deviennent secondaires, quand une réalité historique est réduite à une opinion, alors le passé n'a plus aucune réalité et l'avenir ne peut donc plus avoir un visage. Aujourd'hui, c'est Israël qui est accusé de génocide, comme on l'a vu récemment avec cette audience à la Cour pénale internationale. Et puis, au-delà de ça, c'est Israël qui est perçu comme l'oppresseur, le colonisateur, le responsable finalement de toute une situation. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le Hamas dont on attend la réponse pour les négociations. Ce n'est pas Israël, même si on crie « Israël, cessez le feu ». C'est à ces accusations-là que vous faites référence ? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, à propos du Hamas, il devait donner sa réponse il y a déjà 9 jours, 10 jours. Et les médias ne mentionnent pas assez que c'est constamment le Hamas qui ne donne pas sa réponse. Bon, il y a 3 choses, si vous voulez, dans votre question. La première, c'est qu'il y a un retournement pervers du mot génocide. On utilise le mot génocide contre un peuple qui a été génocidé. Bon, il y a là quelque chose de totalement sadique et pervers qui est assez classique dans la démarche des antisémites. La deuxième, c'est qu'effectivement, vous avez raison, je fais référence d'abord à l'ignorance de l'histoire. On voit Sciences Po, ou les facultés américaines, où il y a certains étudiants ne savent même pas de quelle mer il s'agit, de quel fleuve il s'agit. Et les gens qui confondent également la colonisation et le colonialisme, par exemple, qui amalgament ça sous un seul terme. Bon, ça fait partie, si vous voulez, d'une déculturation massive et d'une époque, la nôtre, où la pensée est confondue avec l'opinion. Ces gens-là ont des opinions, mais ils croient avoir des pensées, par exemple. Mais je fais référence beaucoup plus profondément
à l'inversion victimaire, c'est-à-dire quand l'idéologie phagocyte la pensée, comme c'est le cas aujourd'hui, où il n'y a pas de pensée avec ces gens-là qui défilent, il y a d'abord et avant tout des slogans idéologiques, on est en présence de quelque chose que Wilhelm Reich, le grand analyste du fascisme, du nazisme, avait appelé la peste émotionnelle. C'est-à-dire que les intellectuels capitulent, la pensée capitule devant l'idéologie. J'en veux pour preuve, si vous voulez, sans remonter très très loin dans le temps, simplement dans l'après-guerre, comment les communistes en France, par exemple, au moment de la guerre froide, avaient adhéré au mouvement, à la pseudo-biologie de Lysenko, le soviétique Lysenko, qui était une tartufferie totale. Comment des esprits intelligents, y compris des grands biologistes français, avaient fini par applaudir à ces niaiseries. Comment la réalité des camps soviétiques avait été niée en 1949 lors du procès Kravchenko, alors que Margaret Buber-Neumann, rescapée de Ravensbrück et des camps du Goulag, venait apporter la preuve de l'existence des camps du Goulag. Donc cette capitulation de l'esprit, elle n'est pas nouvelle. Avec la Palestine, on a une nouvelle version de l'engouement stupide, par exemple, pour la révolution culturelle chinoise. Souvenez-vous, il y a 50 ans, tant d'intellectuels qui ont sombré dans ce gouffre. Ceux qui ont applaudi l'arrivée des Khmers rouges au Cambodge, c'est la même chose aujourd'hui. On a la même perversion, la même lèpre de l'esprit. On est dans le même courant grégaire de stupidité de masse. Alors, il nous reste très peu de temps, Georges Bensoussan. Une dernière question. Effectivement, on l'a dit, aujourd'hui, c'est le Yom HaShoah, le jour du souvenir de la Shoah. Depuis la publication des Territoires perdus de la République dans les années 2000, certains professeurs, notamment en Seine-Saint-Denis, évoquent la difficulté d'enseigner la Shoah. Dans son livre « Les profs ont peur », l'ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, explique justement que plus d'un enseignant sur deux s'est déjà censuré par peur des incidents, et on imagine des incidents antisémites liés à l'apprentissage de la Shoah. Sur l'éducation de cette page de l'histoire, justement, et sur la laïcité plus globalement, qu'est-ce qui a changé en 20 ans, pour terminer? Ce qui a changé en 20 ans, c'est que ça s'est aggravé, tout simplement. D'abord, je rends hommage à Jean-Pierre Aubin, qui était avec nous, l'un des premiers éclaireurs. Il l'a dit, regardez ce qui s'est passé après l'assassinat de Samuel Paty. Quand il a fallu donner le nom de Samuel Paty à un collège, tous les collèges finalement, pratiquement tous les collèges de France, je crois tous même, ont refusé. Et ils ont refusé aussi parce que l'État ne joue pas son rôle. L'État ne défend pas ceux qui sont en première ligne, en particulier les enseignants, mais pas que les enseignants, les policiers par exemple. Ce qui a changé fondamentalement quand je dis que ça s'est aggravé, c'est tout simplement que le rapport de force démographique s'est aggravé, qui a facilité la réislamisation d'une grande partie des communautés d'origine maghrébine en France. Or, cette réislamisation, elle est inséparable de l'antisémitisme. On ne peut pas déconnecter l'un de l'autre. Et c'est à partir de cette réislamisation et de ce renouveau de l'antisémitisme dans ces communautés issues du Maghreb, qui sont françaises depuis 2 ou 3 générations même, qu'on a une contestation de l'enseignement de la Shoah, qu'on a une contestation de la laïcité ou d'autres enseignements, tout simplement parce que quand on ne veut pas prendre en compte la dimension démographique du désastre auquel on assiste en France aujourd'hui, on se condamne à ne rien comprendre. Il faut d'abord et avant tout partir de l'immigration de masse, de la démographie et de la réislamisation de communautés d'origine maghrébine, d'origine musulmane, qui n'étaient pas aussi antisémites il y a 3 générations et qui le sont bien davantage aujourd'hui parce qu'elles sont réislamisées. Il y a un lien entre les deux. Voilà ce qui a changé. Eh bien, merci beaucoup, Georges Bensoussan, historien. Merci pour toutes ces précisions sur Radio J. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les origines du conflit israélo-arabe, publié en 2023. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, et à très bientôt sur Radio J.